Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de Culbuto. Comment ça, Culbuto? On verra ça ensemble dans cette émission. Comment ça va, Sophie? Eh ben ça va bien. Humidement, première pluie depuis 6 mois. C'est la fête. On l'entend un petit peu d'ailleurs en Oui, retour. Alors, peut-être que désolée. vous ne l'entendrez pas dans l'émission puisqu'il y a du montage qui est fait, mais on l'entend effectivement enfin je l'entends dans mes oreilles en tout cas. Nous c'est l'entrée de l'automne, voilà. Il pleut aussi du coup? Non, ça va, il a fait beau aujourd'hui. Ah. On est plutôt bien. On est plutôt bien en ce moment. C'est Il bien, fait ni t'as de la trop chaud ni chance. trop froid, ça va, ça se passe bien. Alors avant de démarrer nos sujets, ma chère Sophie, je te propose de faire quelque chose qu'on avait déjà fait durant quelques émissions par le passé. Et je me suis dit que ce serait peut-être très sympathique d'ouvrir une nouvelle chronique que pour l'instant on va appeler la revue de presse. Allez. Donc le principe il est très très simple, on va vous présenter des sujets qu'on va pas évoquer dans l'émission. On va quand même vous dire s'il y a des choses intéressantes à vous dire là-dessus. On va pas vous dire, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme sujet intéressant. Je vais pas vous dire par exemple que des chercheurs ont trouvé que l'urbanisation favorisait la transmission de pathogènes parmi les animaux sauvages et donc potentiellement les humains. Voilà. C'est une étude qui a été réalisée, donc voilà un petit peu les conclusions de cette étude. Qu'est-ce que tu as d'autre, Sophie, d'intéressant comme étude qu'on aurait pu aborder un petit peu plus en détail dans le courrier de la Sterne? Alors moi, il y a eu un oiseau fossile qui a été découvert il y a pas longtemps avec des graines dans l'estomac. Et c'est intéressant parce que c'est un oiseau fossile qui a des dents. Et du coup, c'est un régime alimentaire un peu curieux. On pensait que c'était plus carnivore que granivore. Et en fait, non. Voilà. Donc moi j'arrive avec on va dire quelque chose qui est à peu près normal pour tout le monde, et toi tu arrives avec un truc de fou. Oui. En fait, j'ai peut-être même envie d'en parler dans un courrier de la Sterne un de ces jours, je sais pas. Mais c'était la petite news de la semaine, voilà. C'est super intéressant. Tiens, je vais rester dans les graines, avec des pics. Ils ont fait une étude qui a été réalisée sur le pic vert et noir, le pic champêtre et le pic aspergé. Ouais. Ça parlait en fait des disperseurs de graines. On avait déjà évoqué cette chose dans plusieurs émissions. Et ils ont déterminé que les pics étaient des très très bons disperseurs de graines et sous-estimés même disperseurs de graines. Après, l'étude ayant été réalisée en Amérique du Sud, on peut pas vraiment la corréler avec des études qu'on pourrait réaliser dans l'hémisphère nord, mais ça restait quand même je trouve une information assez intéressante que j'aurais pu évoquer aussi un petit peu plus en large. Mais tu as une autre étude? Non, pas vraiment de trucs très intéressants cette semaine. Pour moi, c'est tout. Je terminerai par une autre étude sur les mésanges bleus. L'objectif était de déterminer en fait si les mésanges bleus en environnement urbain pondaient de nouveaux œufs après une manipulation. Une manipulation expérimentale qui visait donc à retirer les œufs et voir si la mésange bleue repondait des œufs derrière. D'accord. Il s'est avéré que cet oiseau ne repondait pas d'œufs. Voilà. Dans la nature, ça fonctionne très bien. Donc en milieu non urbain, on est à environ 3 œufs de pondus, ce qui est plutôt pas mal quand on y pense, sur la moyenne de 4. Alors que dans l'environnement urbain, on a environ 0,36 nouveaux œufs qui ont été pondus. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence dans le nombre de jeunes ayant pris leur envol entre les nids urbains et les nids de contrôle et les nids expérimentaux. Ce qui signifie que le taux de survie des jeunes individus, serait à peu près identique en milieu urbain et en milieu non urbain. Attends, les nids expérimentaux auxquels on a retiré des œufs comparés aux nids témoins qui étaient dans la nature plus loin, pas dans la ville, auxquels on n'a pas retiré d'œufs, il y a autant de jeunes qui s'envolent dans les deux. C'est-à-dire qu'en gros, mettons qu'il y en a qui est 5 œufs dans un nid, on en a retiré 2, il y a 3 jeunes qui s'envolent en ville. Ah non, et il y a pas 5 du tout. œufs dans le non, nid. C'est par rapport aux 4 œufs de départ. Ah, par rapport au départ. Donc le témoin des deux côtés. C'est par rapport aux 4 œufs de départ, exactement. D'accord. Voilà, entre les nids urbains de contrôle
Mhm. et les nids D'accord. expérimentaux. Et en l'occurrence, ces nids en milieu non urbain, du coup. Voilà, D'accord. voilà. Ok. C'est intéressant aussi. Et ouais, petite rétro très sympathique. Voilà un petit peu pour les quelques petites news qu'on avait à vous proposer. Sophie, est-ce que tu veux démarrer ou est-ce que je parle de culbuto? Eh ben écoute, tu m'as intrigué avec ton histoire de Cubuto, donc je t'en prie, Eh ben, vas-y. en plus, c'est une recherche 100% française. Ah bah, Muséum d'histoire naturelle, rien que ça. c'est C'est génial. Annika Bourachid, spécialiste de la biologie évolutive et directrice adjointe de l'unité mécanisme adaptatif et évolution du muséum donc. Mhm. Et l'objectif de cette étude, de leur étude, c'était de déterminer pourquoi les oiseaux ils sont stables lorsqu'ils dorment. Ah oui, pourquoi les oiseaux ils dorment en position debout. Ah C'est une oui. question assez Non, mais c'est une intéressante bonne ça. question. Puis après, on pense au flamant rose avec sa papate, là. Exactement. En plus, d'ailleurs, c'est l'image qui était utilisée par le Muséum d'histoire naturelle Je suis trop en forte. comment dire, incroyable. Alors, c'est un truc qui est pratiqué par beaucoup d'animaux, notamment les chevaux, les bovins, qui sont quadrupèdes, qui Mhm. réussissent à dormir debout sans perdre l'équilibre. Et donc, les chercheurs se sont un petit peu posé la question, et c'est en consultant d'autres chercheurs, Philippe Wenger et Christine Chevalreau, que Madame Abourachid a appris l'existence de ce qu'on appelle la tenségrité. Alors la tenségrité, qu'est-ce que c'est? C'est un mot né de la contraction tension et intégrité. C'est un terme qui a été inventé par l'architecte et auteur américain Richard Fuller. Et l'objectif de cette tenségrité, c'est la propriété d'une structure à rester stable et équilibre grâce à un jeu de tension et de compression des éléments qui la constituent. Voilà. Oh, mais ça ressemble à de Alors, l'architecture, ça, du coup. ça ressemble à l'architecture, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un architecte qui a posé la définition. Architecture Alors oiseau. concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a essayé de comprendre un petit peu comment ça marchait cette tenségrité? Eh ben, on a fait un modèle numérique. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans le courrier de la Sterne, mais on a... Alors, peut-être que on le voit beaucoup plus en paléontologie, par exemple, lorsque on a eu le vol d'Archéoptérix, par exemple, qu'on a essayé de conceptualiser le vol d'Archéoptérix, on a utilisé justement ce genre de modèle numérique pour voir un petit peu si ça pouvait être plausible ou pas, la façon dont volait Archéoptérix ou non. Et bien Mhm. là, on a utilisé la même chose. On s'est basé sur l'anatomie du diamant mandarin, qu'on connaît Ah voilà, bah oui. comme habituellement. Et une fois qu'on a modélisé ce petit oiseau, on a remplacé les pattes par des barres, les muscles et les tendons par des câbles, et les articulations entre les os et les pattes ont été remplacées par des poulies. Voilà. Ok. Donc ils ont commencé les expériences en utilisant qu'un seul câble, qui partait du bassin de l'oiseau, jusqu'au pied en passant par les articulations, et c'était pas trop mal, mais Ouais. disons que l'oiseau, à la fin, si on bougeait un petit peu sa position, il s'affaissait tout seul. Voilà. Ah zut. Donc ça ne marchait Pas pas top. très très bien comme Mm. modèle. Ouais. Ils ont dû tenter autre chose. Ils se sont dit, tiens, il va falloir trouver un autre modèle. Parce que pour déterminer un petit peu la position qui ressemblerait un petit peu à celle que l'on a nous, ce serait une position où les oiseaux seraient accroupis sur la pointe des pieds. Donc c'est-à-dire que nous, on serait accroupis sur la pointe des pieds, ce serait la position que les oiseaux auraient lorsqu'ils sont posés, sur comment dire, sur une surface plane, D'accord. pour vous donner une petite idée. Et c'est évidemment dans cette position que les oiseaux dépensent beaucoup moins d'énergie. Donc, modèle initial avec un seul câble, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des câbles. Ils ont essayé de voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Et une fois qu'ils ont rajouté plusieurs câbles, ils ont utilisé donc un câble qui partait de l'arrière du genou à travers une boucle ligamentaire de manière de sorte à maintenir en fait dans son axe. Ça c'est une particularité anatomique unique qu'on a chez les oiseaux. Et Mhm. donc avec 4 câbles qu'ils avaient, dont un passant à l'arrière du genou, donc ce fameux tendon, eh bien, ils ont déterminé que le modèle était devenu stable. Et pourquoi j'ai dit culbuto? Bien tout simplement parce que le modèle, il revenait à l'équilibre seul, comme un culbuto, C'est terrible ça. tout simplement. C'est trop bien. Donc voilà un petit peu le modèle de tenségrité qui a été réalisé. Ils ont aussi pris en considération la qualité des câbles, donc les tendons bien sûr, et puis aussi d'autres petites particularités chez les oiseaux.
et je parlais des tendons, je savais pas, mais les tendons chez les oiseaux sont quasiment ossifiés, comme ils Mhm. le disent dans la publication. Est-ce que on peut rentrer dans les détails, Sophie? Parce que j'avoue, je ne savais pas que Ouais, les tendons étaient aussi... j'y connais pas grand-chose au tendon, très honnêtement, hein, parce que c'est pas vraiment mon coin d'expertise, mais c'est vrai que quand vous avez des forces telles que celle du vol qui s'appliquent à la fois sur les os qui sont creux d'ailleurs pour les os longs, hein, souvenez-vous, qui sont résistants, mais enfin il y a quand même une limite, hein, et que vous avez besoin de tendons qui sont aussi très résistants pour arriver à battre des ailes et pour résister aux pressions du vol, et ben vous avez des tendons qui vont être un petit peu plus solides que ce que nous on va pouvoir avoir quand on ne fait que marcher sur la terre ferme, ce qui semble tout à fait logique au final, hein, voilà. Et donc voilà comment les oiseaux font pour dormir debout grâce justement à tout un tas d'articulations et aussi ces tendons qui leur permettent de contrebalancer l'effet de la gravité et ainsi de ne pas tomber d'une branche lorsque ceux-ci finissent par s'endormir. J'imagine bien, j'ai tellement l'image en tête de l'oiseau qui ferme les yeux et qui fait pfff. Ça fait très Looney Tunes, hein. Ah mais ça fait cartoon. Ah bon sang. Ah ça serait marrant ça, tiens. Les pauvres. Ouais, Tu les vois dormir que d'un œil parce que sinon c'est fini. il y a un oiseau qui dort la tête en bas. Il y a un oiseau qui dort la tête en bas. Alors attends, ça me dit quelque chose? J'ai plus le nom. On va faire des recherches bien sûr pour pas dire de bêtises. Mais il y a des oiseaux qui dorment la tête en bas. Oui, ça s'appelle des chauves-souris. Non? Non. Non. Des vampires? Non? Non. Ouais, je sais. Attention, après on va dire qu'on dit des bêtises. Oh là là. Alors. Ah, puis évidemment, on va pas retrouver Non, ces histoires. j'avoue que là... Ou alors ça se trouve, j'invente une énorme bêtise. Mais je suis persuadé qu'il y a des oiseaux qui dorment la tête en bas. La réponse au prochain épisode, voilà. Comme ça, on fait un cliffhanger. Tu vas voir. La réponse au prochain épisode. Tu veux savoir quelle est la proposition que me met Google lorsque je rentre pour cette phrase-là? Oiseaux qui dorment la tête en bas. Vas-y. Roussette. Eh ben, j'étais pas loin. Ah là 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 finalement. Bon, eh bien écoutez, peut-être que j'ai inventé cette histoire. Il me semblait qu'il y avait des oiseaux qui dormaient justement de manière. Les colibris le peuvent visiblement. La tête en bas, les colibris. Ouais, J'en ai vu, mais qui étaient posés sur des branches, de manière tout à fait normale. Colibris le peuvent. Mais il me semblait qu'il y avait une espèce d'oiseau qui le faisait. Oh, ça se trouve, je dis des bêtises. Mais c'est ce que je dis, on va faire des recherches. Parce que quand même, il faut vérifier, ça me semble intéressant. Absolument. On reviendra dessus justement dans la prochaine revue de presse. Voilà, elle va peut-être la suite au prochain épisode. C'est ce que exactement. Exactement. Ah là là. Passons au prochain épisode, ou plutôt au prochain sujet, après avoir parlé de la tenségrité des oiseaux. Sophie, tu nous parles de quoi ce soir? Oh pardon, j'ai dit ce soir, aujourd'hui. Ce soir, aujourd'hui. Qui sait? Tout dépend de quand vous écoutez ce podcast, évidemment. Hein, mais exactement. On vous souhaite un bon matin aussi pour tous ceux qui sont là. Une bonne nuit, tout ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on comprend pas forcément toujours très bien, qu'on utilise un peu à tort et à travers, et ce mot, c'est la biodiversité. Et les écosystèmes. Alors la biodiversité, c'est un gros mot. C'est un mot qu'on utilise, qu'on voit tout le temps dans les médias d'ailleurs. La perte de biodiversité, le réchauffement climatique, ça fait des problèmes à la biodiversité, enfin bref. Vous le voyez un peu sorti à toutes les sauces, mais souvent les gens savent pas trop ce qu'il y a derrière et comment on l'utilise. Donc là j'ai un petit article qui a été paru dans Science, dans la partie écologie,
et qui va nous parler justement de cette perte de biodiversité et nous expliquer un petit peu ce qui se passe et comment est-ce qu'on arrive à quantifier tout ça. Alors c'est un petit article qui fait en même temps revue de presse, qui est très intéressant, que je vous encourage vraiment à lire parce qu'il développe des idées qui sont, je trouve, critiques pour notre compréhension de ce qui se passe en ce moment. Et la compréhension de ce qui se passe en ce moment, quand on veut parler de réchauffement climatique, enfin de changement climatique en tous les cas, que ce soit du réchauffement ou pas, et ben c'est crucial. Donc je conseille fortement à tous les journalistes d'ailleurs qui s'intéressent au sujet, qui pourraient nous faire, qui pourraient peut-être mieux comprendre le phénomène et écrire des articles qui pourraient peut-être mieux correspondre aux faits qu'on voit actuellement en sciences. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de dire un peu n'importe quoi dans les médias et ça m'ennuie. Oui, bref. mais ça, un peu partout, hein, j'ai envie de dire. Hélas. Dès qu'on rentre dans un sujet un peu trop pointu, des fois, c'est compliqué. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un équivalent en Afrique du Sud, parce que je sais que c'est un pays qui est quand même frappé très souvent, un équivalent de mini-tornade. Est-ce que tu as ça, Sophie ? On a des équivalents. Il y en a une qui est passée encore il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, dans la province où on est, qui a détruit pas mal d'habitations, hélas. Et justement, le terme mini-tornade, il veut rien dire, en fait. Il ne veut rien dire. Ah non, c'est juste des tornades. Mini-tornade, on l'utilise un peu pour des phénomènes qu'on ne peut pas trop... prévoir, comment en fait. dire, c'est des choses qu'on ne prévoit pas trop. Les tornades sont par nature des phénomènes imprévisibles, mais en tout cas des phénomènes qui pourraient être apparentés à des tornades, mais qui n'en sont pas. Voilà. C'est souvent pour ça qu'on utilise le terme. Donc quand on voit un coup de vent, on dit il y a une mini-tornade, et puis voilà. Mais en météorologie, le terme mini-tornade n'a aucun sens. Et non. Donc, mais les mots ont vraiment une importance, et c'est bien de le rappeler effectivement, que le terme biodiversité a une définition et est porteur d'un sens très important. Oui, en science, généralement, on commence toujours par ça, par une définition, par une revue des définitions qu'on va utiliser, et je trouve ça important. Et donc la biodiversité, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est un peu l'ensemble des espèces et des écosystèmes qui nous entourent. Et donc ça peut être des relations qui sont très 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 complexes, ou des relations qui sont tout aussi simples que des relations proie-prédateur dans les écosystèmes qui nous entourent. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans ces écosystèmes, on a plein de relations. Alors on a dit proie-prédateur, mais on a des relations aussi qui font parasite-hôte, des relations un peu... Il y a plein de types de relations dans ces écosystèmes entre les différentes espèces. Et toutes ces relations forment ce qu'on appelle un réseau trophique. Et le but de beaucoup d'études en écologie, c'est de comprendre ce réseau trophique et de savoir un petit peu qui interagit avec qui ou avec quoi, en fonction des choses. Parce que des fois, ça interagit aussi avec des minéraux ou avec ce qu'on appelle des producteurs primaires, par exemple de l'herbe, qui vont produire de la matière organique à partir de minéraux. Alors, ce qui est intéressant dans l'article dont je vous parle aujourd'hui, c'est qu'il va partir donc de ces définitions. Il va essayer de trouver, d'expliquer en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui du déclin de la biodiversité à partir de ça. Et alors il se trouve que ce qu'on sait du déclin de la biodiversité, finalement, c'est pas grand-chose. Alors on connaît évidemment tous les trucs comme ah oui, les abeilles disparaissent, ah on a moins d'espèces d'oiseaux, ah c'est terrible, on voit des espèces qui s'éteignent en fait, tout simplement devant nos yeux. Mais le problème, c'est que on ne sait pas quelles conséquences ces extinctions d'espèces ont. Alors on a touché un petit peu au sujet l'autre fois quand j'ai parlé des vautours, et de cette publication d'un économiste, cette fois-là, qui essayait en fait de montrer qu'il y avait un impact direct sur l'économie humaine de la disparition de ces vautours, parce que derrière, à cause de la disparition des vautours, on avait des maladies qui se développaient plus facilement dans les populations humaines, et que du coup il fallait soigner la population, et c'était encore des finances derrière, c'était des gros sous qui étaient mis dans la balance, et que finalement avec des vautours, tout ça, ça ne se serait pas produit. Donc il y avait un impact financier de cette disparition, et c'était bien la première publication que j'avais vue sur le sujet, c'était pour ça que j'en avais parlé. Et là, elle était très très bien cette publication. Elle était pas mal du tout, moi j'avais trouvé. On vous invite justement, si vous êtes naturaliste ou autre, à étudier un petit peu plus cette publication, voire à la partager. Pas forcément l'épisode, mais en tout cas la publication en elle-même, que vous retrouverez dans l'épisode qui est dédié, parce que c'est une publication qui, je pense, peut faire date. On en avait parlé ensemble précédemment, mais c'est une publication qui,
aujourd'hui ne se montre pas forcément si importante que ça, mais je pense qu'elle va prendre de la considération au fur et à mesure du temps. Exactement. Et on voit de plus en plus d'études de ce style-là, en fait, enfin, de ce style-là d'études qui essaient de comprendre les impacts, l'impact final sur les populations humaines de cette perte de biodiversité, que ce soit des vautours ou autre chose, hein, maintenant de nos jours. Et dans cette nouvelle publication, donc dans Science, ils en parlent aussi, et cette fois-ci, ils parlent d'autres types de publications et d'autres études qui ont été faites, notamment une étude sur des loups en Amérique du Nord, et qui, en fait, après une réintroduction du loup, vous savez que dans certaines provinces en Amérique du Nord, le loup a été réintroduit, et du coup, en tant que prédateur naturel de certains types de cerfs qu'il y a là-bas, il a contribué, en quelque sorte, de manière tout à fait accidentelle, à la réduction du nombre d'accidents par cerfs qui percutent des voitures. Et alors c'est très très amusant, parce qu'en fait, la raison pour laquelle le nombre de cerfs qui percutent des voitures a diminué, c'est pas parce que les loups chassent les cerfs. Le fait que les loups prélèvent des cerfs dans la nature, c'est tout à fait normal, mais c'était plus ou moins le même nombre que ce que prélevaient les chasseurs à l'origine, parce que les chasseurs aussi peuvent réduire la taille du troupeau dans une population de cerfs, c'est normal, c'est ce qu'on leur demande généralement pour gérer les populations, quand on n'a plus ces grands prédateurs, pour éviter que ces populations ne détruisent toute la forêt, parce qu'à terme, c'est ce qui va se passer. Du coup, en fait, avec les loups, on a une conséquence supplémentaire, c'est que la peur du prédateur, qui est déjà engrainée dans l'espèce depuis des générations et des générations, les empêche donc de traverser les territoires des loups comme ça, et de traverser les routes, en fait, sans vraiment prévenir et sans vraiment penser à ce qu'il y a autour d'eux, et de percuter des voitures. Et donc ça, c'est très amusant, parce que c'est des effets qu'on n'aurait pas prédits, qu'on ne connaissait pas, avant de les rencontrer et de se rendre compte que bah oui, on a réintroduit le loup, et ben mince, il y a aussi ce deuxième effet derrière qui fait que bah on a moins d'accidents de voiture à cause des cerfs qui percutent les voitures, et c'est une réduction qui est très 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 visible. Hein, on a une grosse réduction du nombre d'animaux qui percutent des voitures sans pour autant avoir une réduction du nombre d'animaux total. Et je C'est intéressant. pensais que lorsque tu as parlé de loup, on m'entendra peut-être dans l'enregistrement, j'ai fait ouais, parce que je pensais que tu allais parler de Yellowstone. Peut-être que Ah tu connais oui, cette histoire, Sophie, avec les loups qui détournent les rivières. En tout cas, c'est présenté comme oh ça. oui, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit Donc pour quelque faire chose. simple, l'introduction du loup a entraîné toute une cascade de changements qui a fait que les castors ont détourné les rivières, et c'est comme ça en fait que le parc de Yellowstone a changé. Oui, Rendez-vous compte quand même que l'introduction ou la réintroduction d'un animal peut avoir comme conséquence en cascade, sans jeu de mots bien sûr, avec les rivières, tout à fait peut sans jeu avoir de en mots. conséquence sur un environnement entier. Parce qu'on Hmm. parle du loup, mais le loup est arrivé, donc du coup, les animaux, les herbivores se sont déplacés, donc du coup, ça a permis aux oiseaux de pouvoir retrouver un certain habitat, et ainsi de suite, plein d'autres petits phénomènes qui sont déclenchés pour faire en sorte, en finalité, qu'on ait un pur changement géographique de la région. Et quand même Exactement. C'est incroyable. incroyable. C'est Et absolument incroyable. c'est vrai qu'on a du mal à on a du mal à le concevoir parce qu'on n'a pas d'exemples supplémentaires. Enfin, on n'a pas d'exemples qui viennent souvent en tête lorsqu'on parle de oui, mais regardez, si vous introduisez cet animal-là, qu'est-ce que ça va faire? Parce que c'est des changements qui prennent beaucoup de temps à mettre, plusieurs dizaines d'années parfois à se mettre en place. Et l'exemple de Yellowstone, c'est un exemple qui est souvent utilisé parce que on a un avant et on a un après qui explique en quoi la biodiversité est importante et comment l'introduction ou la réintroduction d'une espèce, je me répète, amène Hmm. à tout changer. Oui, non, mais t'as raison de le préciser. Et c'est exactement. Bah là, il n'en parle pas dans cet article-là de Yellowstone, mais il a d'autres exemples, mais c'est exactement le principe de la chose. C'est le but. Son but avec cet article-là, c'est de démontrer qu'en fait, finalement, on a des modèles mathématiques, on a des études qui ont été faites sur le vivant, mais en laboratoire, pour essayer de comprendre quel est l'impact de telle ou telle espèce sur son écosystème, ou quelles sont les interactions dans ce réseau trophique,
au sein d'un écosystème, comment ça fonctionne, et quelles sont les conséquences derrière de la réintroduction d'une espèce ou de la suppression d'une espèce de cet écosystème, voire de l'introduction d'une espèce qui n'est pas native de cet écosystème à la base. Je pense par exemple aux chats domestiques qu'on va introduire sur certains continents, typiquement l'Australie, qui vont détruire pas mal d'espèces locales. Et du coup, les conséquences, on en a quelques-unes grâce à ces modèles mathématiques et aux expériences qu'on fait en laboratoire, mais finalement, c'est qu'une infime partie de ce qui va réellement se passer. Et ce qu'il explique dans cet article, et ce qui est très très bien dit, je trouve, c'est que on ne sait pas, à l'heure actuelle, toutes les conséquences qui vont arriver suite à la disparition des espèces telles qu'on le voit aujourd'hui. Donc la perte de ce nombre d'espèces, la perte de ce qu'on appelle cette biodiversité, on n'a aucune idée des conséquences que ça va entraîner. Et c'est même pire que ça, c'est que la perte de cette biodiversité, on n'a aucun moyen de la remplacer. Alors oui, on a des moyens techniques actuels. Je pense par exemple la perte de certains pollinisateurs. Mettons en France ou ailleurs en Europe, on commence à remplacer ces pollinisateurs qui sont normalement des abeilles solitaires, ce genre de choses qu'on devrait avoir à foison dans nos campagnes pour polliniser les fleurs, les champs, les arbres fruitiers, etc., que nous n'avons plus, qu'on a perdu petit à petit, et que l'on remplace aujourd'hui par des ruches d'abeilles que l'on transporte à droite et à gauche pour venir polliniser. Enfin, je dirais pas manuellement, mais de manière un petit peu artificielle à ce niveau-là, vu que ce sont des abeilles qu'on élève spécialement pour ça, pour remplacer donc cette biodiversité qu'on a perdue. Et ben en fait, on se rend compte que c'est une sorte de béquille pour l'instant. Ça suffit pas. Sans compter que ces colonies d'abeilles que l'on a en captivité, en quelque sorte, ce sont des colonies d'abeilles qui sont menacées par pas mal de parasites ou autres, ou de prédateurs, que je pense évidemment au varroa, ce fameux parasite des abeilles, qui fait des gros dommages si on ne traite pas nos ruches de manière préventive, généralement tous les ans. Même le frelon asiatique. Évidemment le prédateur, le frelon asiatique. Qui est une vraie menace. Exactement. Et puis même le frelon normal, européen, ça mange aussi des abeilles. Mais en gros, toutes les solutions qu'on a, que ce soit des solutions techniques ou des solutions comme celle des abeilles en captivité, finalement ce sont que des petites béquilles qui offrent certes une solution temporaire, mais qui ne dureront pas sur le long terme et qui ont d'autres conséquences derrière, qui sont peut-être pas forcément très très bonnes. Il y a un autre exemple aussi qui est cité dans cet article et que je trouve intéressant. Là, c'est l'exemple de grenouilles en fait. Et alors pour vous expliquer ça un peu mieux, il y a une sorte de champignon qui s'est attaqué à certains amphibiens. Bon, la majorité en fait des amphibiens en Amérique du Sud, un parasite donc qui a fait beaucoup de dégâts dans les populations d'amphibiens en Amérique du Sud et qui a réduit drastiquement toutes ces populations d'amphibiens. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'en fait, à cause de cette réduction d'amphibiens, déjà leurs prédateurs évidemment ont commencé à dépérir, mais surtout, on a vu une recrudescence des maladies dues aux piqûres de moustiques. Pourquoi ? Parce que les amphibiens qui étaient là à la base et qui normalement mangeaient les moustiques, ils n'étaient plus là. Et donc chez les humains, il y a eu une grosse conséquence, c'est une conséquence sanitaire, c'est-à-dire que les maladies par piqûre de moustiques qui sont normalement transférées par ce vecteur-là ont été beaucoup plus nombreuses, de plus en plus tous les ans au fur et à mesure que cette infection se propageait. Voilà. Incroyable. Et puis, c'est toujours la clé finalement, et je pense qu'on conclura là-dessus, c'est le fait de représenter justement ces mouvements au grand public, parce qu'on dit souvent, oui, mais si vous avez plus d'abeilles, du coup vous avez plus d'oiseaux, etc., etc. Je grossis le trait bien sûr, mais voilà, c'est pas forcément évident de comprendre pourquoi la disparition d'une espèce en tant que telle, parce qu'on parlait d'une introduction, mais on peut parler de la disparition, peut avoir des conséquences catastrophiques sur le moyen, voire le long terme. Comme je vous ai dit, Yellowstone, il a fallu, je crois, une trentaine d'années pour que les événements que je vous ai décrits en finalité se produisent. Donc on imagine très facilement l'inverse si on a des espèces qui disparaissent. Exactement. Eh bien, bon voilà, c'est une note un petit peu triste pour aujourd'hui, mais bon, je trouvais l'article intéressant. Triste, mais c'est un article très intéressant que vous retrouverez bien sûr dans la description, comme à chaque épisode du Courrier de la Sterne, qui se termine ici. Merci beaucoup Sophie d'y avoir participé. On te retrouve où ?
Eh bien, sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science, sur les réseaux sociaux Twitter, @leplumeux, et de temps en temps sur Instagram, @leplumeux aussi. J'aime bien le de temps en temps qui a été rajouté. Ah ben, faut être honnête. Hein. Et vous retrouvez bien évidemment le podcast Le Courrier de Lasterne sur tous les flux de podcasts de streaming, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Vous nous retrouvez aussi sur PodCloud, vous nous retrouvez aussi sur YouTube. Si vous voulez la version sous-titrée de YouTube, nous sommes là-bas. Et si vous avez des commentaires à faire sur les épisodes ou des questions, on sera là-bas pour y répondre. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode du Courrier de Lasterne. À très bientôt, salut à tous et salut à toutes. À plus.